Ça marche. Hey, je te remercie d'accepter l'invitation. C'est vraiment le fun. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se fait plaisir. J'ai le bonheur et le privilège d'accueillir finalement et de rencontrer finalement David Cohen, conseiller technopédagogique au Collège Sainte-Anne, campus de la Chine au secondaire. Comment ça va, David? Bah écoute, Marius, ça va très très bien. Je suis très heureux de participer, puis d'être sur le même continent, hein, puisque je te suis depuis plusieurs années déjà maintenant côté outre-Atlantique. Maintenant, je suis là, donc voilà, un plaisir d'être invité et merci à toi. Ben écoute, c'est vraiment fabuleux. Euh, de l'autre côté du continent, tu venais, j'ai regardé j'ai fait de l'espionnage numérique. Je suis allé voir ton profil dans LinkedIn et j'ai vu que tu étais en Suisse avant de venir de ce côté-ci. Pour les gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui puis qui vont te rencontrer avec moi, peux-tu nous dire là, brièvement, c'est qui David Cohen? D'où tu viens puis qu'est-ce qui t'amène de ce côté-ci sur notre continent? Voilà, alors David Cohen est un... Ça fait bizarre de parler de soi à la troisième personne. Donc à la base, Ouais. je suis initialement, je viens des arts. J'ai fait des beaux-arts en France, des études artistiques par accident. Et puis j'ai déjà pas mal voyagé dans ma jeunesse. Mon père était un peu marin, garde-côte dans les douanes. Donc j'ai fait un petit peu une petite balade et je me suis pris de passion pour les arts au niveau du secondaire 4 ou 5, hein, au lycée en France. Et puis petit à petit, bah, je suis tombé dans l'enseignement par la force des choses, après avoir eu une petite carrière d'illustration. Et puis je me suis pris de passion pour ça. Et puis le numérique avec les iPads sont apparus comme ça dans les années 2010-2011. Et puis au fur et à mesure de mes expérimentations, de mes usages, je suis passé à la formation, à l'accompagnement de mes pairs en France. Et puis je me suis heurté à un petit plafond de verre, c'est-à-dire que je ne voyais pas trop comment évoluer. OK. C'est assez complexe, on en reparlera, je pense, plus tard. Donc, je suis passé à la formation au sein de Réseau Canopé en France. Et puis après, bah, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs, tout simplement. Donc, je suis OK. parti au Maroc dans un lycée français. J'ai travaillé 3 ans à l'École polytechnique fédérale de Lausanne pour le projet EduNUM, donc pour la création de l'accompagnement des enseignants du canton suisse de Lausanne, hein, le canton de Vaud. Et puis bah, j'ai eu la chance d'avoir une petite existence sur les réseaux sociaux, de m'être créé un réseau de Mhm. personnes que je suis, qui me suivent, avec qui je peux échanger, même si je les ai pas toujours rencontrées en vrai. Et puis une collègue qui est ici m'a dit, il cherche quelqu'un à la Chine, à Sainte-Anne, qui est un établissement qui a une vraie culture numérique. Je pense que ce serait un beau challenge pour toi. Et puis j'ai passé les entretiens. Le poste est très challengeant et vraiment intéressant dans une vraie équipe qui est déjà rompue au numérique. Donc voilà, avec ma femme, on s'est dit, bon ben, c'est parti, go immigration. Donc voilà, nous voilà depuis 4 mois. Wow, c'est fantastique. Fort de tout ce bagage-là que tu amènes avec toi, par désir de continuer à grandir et d'évoluer, c'est vraiment courageux de ta part. C'est un saut outre-mer dans une nouvelle culture. Il y a plein de repères communs, j'imagine, qu'on a ici, côté éducation et numérique. Je serais curieux de t'entendre présentement, c'est tout nouveau, ça fait 4 ou 5 mois que tu es ici. Qu'est-ce qui est très semblable? Puis qu'est-ce qui est différent en éducation, puis la technopédagogie dans ce que tu as vécu de l'autre côté de l'Atlantique? Wow, vaste débat. Je Oui, pense très sincèrement de ce que je comprends, de ce que je conçois en tout cas là dans l'établissement dans lequel je travaille. Euh, je trouve il y a un rapport très différent à la technologie. C'est-à-dire qu'ici, on va peut-être plus avoir tendance à aller vers la technologie tout en y réfléchissant, tout en faisant le pas de côté qui permet un petit peu de savoir si c'est pertinent ou pas, si c'est efficace ou pas, si ça apporte quelque chose aux élèves ou pas. Je dirais qu'en Europe, en général, on est plutôt assez conservateur. Donc, on a toujours un petit peu une mise à distance des nouvelles technologies. Il y a quelques têtes de pont qui testent, mais c'est généralement assez frileux. Ici, je trouve que cette frilosité, même si elle peut exister, hein, je la ressens pas particulièrement chez les collègues. OK. Je pense qu'il y a une vraie habitude du numérique. Il n'y a pas particulièrement de peur ou d'appréhension.
Donc, je pense que la différence notable pour moi, elle est là, quoi. C'est-à-dire que dans la majorité des enseignants que j'ai pu croiser, euh, on a une vraie curiosité pour la technologie, on n'en a pas peur, on la met pas à distance, ce qui est peut-être plus le cas pour une bonne majorité des enseignants que j'ai pu croiser en Europe. OK, OK. Puis au niveau de tes accompagnements, tu es devenu accompagnateur de tes pairs et ça se poursuit avec ce poste-là, un conseiller Oui. technopédagogique. On appuie nos pairs dans l'amélioration de leur pratique. Qu'est-ce qui t'aide le plus présentement dans ton coffre à outils d'accompagnateur que tu peux transférer là, dans ton nouveau milieu, là, ce que tu peux amener là, là? Moi, il y a pas mal de choses que j'ai pu découvrir un petit peu ou travailler en Suisse. On était dans un pilotage assez massif, hein. On parle d'une quinzaine de milliers d'enseignants sur une zone géographique assez large. Et le pilotage avait été donné à une école polytechnique avec un centre qui s'appelle le Centre Learn, hein, le Centre de sciences de l'éducation. Et on a beaucoup travaillé avec des sociologues, on a beaucoup travaillé sur la citoyenneté numérique, en plus des usages. On a eu beaucoup de réflexions et je trouve que ce regard-là, savoir on va l'utiliser, mais il y a toujours des enjeux derrière qui n'empêchent pas l'utilisation. Je crois que ce regard un petit peu ancré sur la durabilité numérique, sur la citoyenneté numérique et avec aussi une partie usage, qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK. Ça me permet un petit peu de me situer puis d'accompagner mes collègues avec des ressources auxquelles ils n'ont pas forcément toujours accès. C'est vrai qu'on est plus généralement attiré ou où on utilise plus facilement des ressources de notre zone géographique. Là, j'amène un peu un bagage qui peut être intéressant, qui n'est pas encore très connu. Puis OK. la deuxième chance que j'ai, parce que je découvre aussi le Oui. système et la culture québécoise, c'est que je suis au sein d'une équipe, je suis dans le centre d'innovation et d'expertise pédagogique. Donc on est 5. Alors c'est une vraie chance parce que un collègue qui est dédié uniquement à l'intelligence artificielle, Kevin Farzané, on a une conseillère pédagogique, enfin, on est toute une gang, comme on dit ici, Oui. tout un groupe où j'essaie d'en placer de temps en temps quand même pour montrer que je suis intégré. Et, euh, et du coup, c'est vrai que moi, ça m'aide parce que on peut tisser facilement des liens Oui. et c'est vraiment mieux que de se retrouver tout seul comme ça dans un établissement. Là, on est en équipe, on travaille en équipe et chacun amène sa petite pierre, sa coloration. Donc voilà, moi, ma coloration, elle est quand même beaucoup plus axée, voilà, durabilité, citoyenneté, usage. OK. Puis on va prendre le temps de déconstruire ces termes-là, ce que ça veut dire pour toi. Nous, on se connaît, je pense qu'on a commencé à apprendre à se connaître par nos publications dans Twitter, maintenant Oui. X. Et moi, ce qui m'a frappé au début, c'était ta signature visuelle. Tu produis beaucoup de visuels, puis j'ai même vu que tu collabores avec l'école branchée mensuellement pour... il y a une signature visuelle, on reconnaît... ça, c'est David Cohen qui a produit ça. Est-ce que c'est comme ça que tu... est-ce que ce sont les arts qui t'ont amené vers le numérique et la possibilité d'être créatif, là? Est-ce que c'est ça qui t'a attiré vers la technologie? Alors oui et non. Alors oui, parce que bah, effectivement, hein, moi je viens plutôt de l'édition, de la publication, de l'illustration. Et, euh, et l'apparition des iPads, en l'occurrence l'iPad 2, ça a vraiment transformé ma pratique. Ce que je demandais à mes élèves en art de travailler avec. Et puis je me suis dit, bah, ce que je demande à mes élèves, je vais me l'appliquer à moi-même, hein. Je pense que ça fait aussi partie, c'est aussi de ça, l'accompagnement, c'est de se remettre en question et de Mhm. reprendre aussi le rôle d'apprenant régulièrement. Euh, et puis petit à petit, j'ai délaissé le papier pour me mettre à ça. Et puis j'ai commencé à mettre plus de couleurs. Et, euh, Et arrivé un moment, tout à l'heure, je te disais qu'en France, arrive un moment où, en tout cas à mon niveau, à mon degré d'enseignement, je pouvais pas aller beaucoup plus haut, quoi. C'était compliqué d'obtenir d'autres types de postes. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être travailler un peu sur de l'édition, parce que je trouvais que les ouvrages pédagogiques étaient souvent des lectures très intéressantes, mais un peu austères. Et moi, je viens plutôt du graphisme, donc je trouve que ça manquait de couleurs, ça manquait peut-être de formats plus courts. Donc c'est de là qu'est partie l'idée des petits fascicules et puis de ma présence sur X Mhm. et sur LinkedIn. Et c'est vrai que ben, aujourd'hui, même ici, hein, même dans mon nouveau job, hein, on me demande régulièrement voilà, de travailler avec des collègues pour non pas remettre en forme leurs documents, mais les accompagner à le mettre en forme aussi à leur manière.
sans que ça soit trop David Cohn visuellement reconnaissable. Donc, ouais, le numérique, ça m'a vraiment, vraiment permis de mettre facilement en œuvre de la publication qui soit peut-être plus adaptée à mes attentes à moi. J'ai eu la chance que ça touche plus de monde, j'ai pu collaborer avec plein de gens. Donc voilà, le numérique, ça a vraiment été une espèce d'accélérateur Ouais. Pour les dans ma gens, pratique. ouais, ouais. Puis pour les gens qui n'enseignent pas les arts, comment le numérique, de ton point de vue d'accompagnateur, comment le numérique devient-il un accélérateur en pédagogie au sens large pour faciliter l'apprentissage? Qu'est-ce que tu as vu comme usage intéressant? Peut-être qu'on pourrait commencer par celui-là, les usages que tu vois qui sont intéressants. Mm. Euh, Conseiller techno-pédagogique, donc tu sais, il y a une combinaison de deux Ah ouais. univers là. Comment tu vois ça, toi? Euh, Moi, je pense qu'il y a plusieurs angles hein, dans l'accompagnement, hein. D'un côté, moi, j'ai toujours tendance, quand je suis arrivé ici et dans mes jobs précédents, la première chose que je fais, c'est que, et on m'a laissé l'opportunité de le faire, c'est que je m'assois au fond des classes, je regarde ce qui se passe. OK. Ensuite, discuter aussi avec les collègues pour voir bah, de quoi ils ont besoin, s'ils ont besoin de choses, hein. Euh, je trouve que la facilitation, on parle souvent de faciliter la vie des enseignants, mais on peut aussi, la notion de temporalité dans un cours, elle est vraiment très importante, où qu'on aille. Gagner du temps, c'est pas anecdotique, c'est du temps qu'on réinvestit ailleurs. Donc, je pense que tu vois des outils tout simples, hein, comme Canva, par exemple, qui permettent de mettre en place des choses qui sont visuellement très intéressantes, très claires, qui permettent beaucoup de possibilités visuelles, quelle que soit la matière qu'on enseigne, pardon. Je trouve que voilà, ça, c'est une petite solution technique. OK. Après, le vrai travail, il est d'articuler ça en pédagogie, c'est-à-dire qu'on va partir de plein de sacs qui sont des possibilités techniques. Je pense à Copilot, par exemple, qui permet pédagogiquement de faire des résumés assez simples pour que l'élève n'aille pas se perdre sur Internet. Il y a plein de manières de les utiliser. Je pense que le maître mot, c'est scénariser. Pour moi, je trouve que c'est super important. D'un côté, on a plein d'outils. De l'autre côté, on a des collègues avec des besoins, des attentes. Et nous, on tisse des liens, on essaie de scénariser les usages, OK. mais sans les imposer. Je pense que ça doit se co-construire. Voilà, je dirais Ouais. scénariser et co-construire. Ouais. C'est un job qui n'est pas évident parce que tu accompagnes. Et puis, il ne faut pas non plus forcément, parce qu'on a tous des croyances, on a tous des vécus. Et je pense qu'il faut aussi faire ce pas de côté par rapport à son vécu à soi et puis c'est beaucoup plus simple comme ça d'accompagner parce que moi, des fois, je vois des choses, je dis, je les aurais pas faites comme ça, mais tel que c'est fait là, ça marche et c'est parfait. Donc voilà, on est là pour co-construire et puis donner des solutions, accompagner. J'apprécie beaucoup ton approche dans ce que tu décris. Il y a comme une philosophie dans ta façon d'accompagner. Tu questionnes. Tu commences par observer et chercher des façons de faciliter. Tu es vraiment au service d'eux et non pas je veux que les gens fassent comme moi. Donc, tu sais, on voit là que ça doit faciliter la création du lien, de l'ouverture. Puis comme tu dis, chacun y met sa touche personnelle. Il y a ses préférences aussi dans les outils puis dans la façon de les utiliser, là. Puis la scénarisation, j'aime ça, ce terme-là. C'est vrai que c'est vraiment, on construit un scénario avec Ouais, les enseignants en fait, ouais, hein. On est vraiment aussi là pour être à leur écoute, pour essayer de donner des solutions quand il y en a, pour essayer d'accompagner techniquement aussi comment marchent les choses, comment marchent les plateformes, comment on gère une classe de 35 élèves, comment on les connecte. Il y a beaucoup de questions aussi, mais d'ordre logistique et technologique. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire que je suis pas un technicien, j'ai un historique, un background qui est plus art, donc c'est vrai que c'est pas toujours le cas des conseillers technopédagogiques. Du coup, j'ai peut-être une approche qui diffère un petit peu de certains de mes collègues, en tout cas que j'ai pu rencontrer par le passé. Euh, Moi, je me vois vraiment comme un facilitateur, en tout cas, c'est comme ça que je veux le voir, et pas comme quelqu'un qui arrive en disant, allez, go, on va faire de cette manière, tu verras, ça va être chouette. On vit des choses. Le plus important, c'est aussi d'avoir un retour, hein, qu'on puisse se poser en disant qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, moi, je vois ça, en tout cas, j'essaie de vivre ça comme un échange, et c'est plutôt
en accord avec la philosophie de l'établissement dans lequel je travaille actuellement. Donc, Oui, oui. c'est plutôt une bonne pioche pour moi. Oui, oui, absolument. Tu parlais d'économiser du temps, de gagner du temps. On gagne du temps ici, on le réinvestit là. J'aimerais ça te donner l'occasion peut-être de retourner dans ta mémoire de ce côté-ci de de l'Atlantique ou non. As-tu un exemple de ce transfert de temps-là, d'un usage qui a permis de sauver du temps ici et comment ça a permis d'être réinvesti ailleurs? Pour que les gens qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas vécu ça, ce changement-là, parce que souvent on se dit, si je veux intégrer le numérique, ça va me coûter du temps. Toi, tu parles de sauver du temps ici pour le réinvestir là. Donc, je ne sais pas s'il y a un exemple qui te vient à l'esprit. Ah, j'en ai beaucoup. Je vais me centrer. Je vais commencer par mon OK, vécu à moi. OK. Par exemple, en cours d'art, l'arrivée des tablettes, ça m'a permis, sur des sujets en équivalent secondaire 1 ou 2, où on fabrique des habitations, on travaille sur l'architecture. Et bah, l'arrivée du numérique, ça m'a permis, par exemple, de travailler sur la photographie, de demander aux élèves de faire, par exemple, des photomontages en situation. Et puis, ça m'a permis d'aller plus loin dans les apprentissages que ciblés, parce que je suis passé de l'architecture à l'urbanisme, parce qu'on replace ce bâtiment dans un environnement. Donc, on parle circulation, on parle construction de la cité. Donc, voilà, ça, c'est une chose que j'aurais dû faire sur une autre séance OK. et que j'ai pu intégrer et articuler à une première séance. Un autre exemple que j'ai vécu cette semaine, euh, des élèves font par exemple parler des avatars, on crée des collègues en histoire, créent des dialogues entre personnages historiques de la même époque. Donc on demande aux élèves d'aller faire des recherches, de comprendre le contexte historique dans lequel ça se passe, de faire des recherches sur les personnages, puis de construire un dialogue enrichissant. Pas simplement de dire je m'appelle, j'ai fait ci. Là, on essaie vraiment de créer du dialogue entre les enseignants avec comme volonté de créer du dialogue. Euh, on a l'utilisation de Bing avec Copilot, hein, qui est une espèce de plateforme IA qui permet un peu sur le modèle de ChatGPT. Et ce qui a été intéressant, c'est que ou en tout cas plutôt que de donner une série de sites internet dans lesquels les élèves pouvaient aller chercher, avec les risques de perte sur la toile que ça engage, on leur a demandé de passer par Copilot pour essayer de résumer avec leurs propres termes le vécu de ces personnages, de trouver les sites. Et en termes de recherche, on a gagné, je pense, une heure et demie. Et ce temps, il a pu être investi dans l'accompagnement du montage vidéo. D'habitude, en fin de séance, on montre une ou deux vidéos. On a rarement le temps d'en voir beaucoup plus. Là, on a eu vraiment le temps d'en voir beaucoup plus. L'enseignante a eu le temps de visionner. Donc, c'est vraiment un gain de temps qu'on peut refaire ailleurs, qu'on peut réinvestir ailleurs. Après, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses, hein. Je pense en sport aussi. Euh, Ah Beaucoup de oui, en collègues de sport, OK. sport. Ah, en sport, c'est assez incroyable. Là, on a un projet réalité virtuelle avec des groupes Sport Plus ici. On a des élèves de secondaire 4 ou 5 qui ont un très gros niveau. Et on a la chance d'avoir un physio dans l'établissement. Et on est en train de se dire que, par exemple, je découvre le football américain, donc le football. Et effectivement, la saison est très courte. Donc, on essaye de faire en sorte que ce temps, qui généralement est passé un peu en études, un peu en salle fermée, on puisse le scénariser différemment avec des applications de réalité virtuelle où ils peuvent être mis en situation. Donc, on n'est pas sur un stade, mais on n'est pas non plus dans la salle. On est sur un espèce d'entre-deux. Donc, on est en Mhm. train de monter ce projet pour voir bah, si ce temps un petit peu flou, latent au milieu de deux saisons peut être utilisé à bon escient, en tout cas différemment. Donc voilà, il y a vraiment plein de manières de l'utiliser, de faire en sorte que à certains moments d'une séquence, moi je suis pas un jusqu'au boutiste du numérique. Je pense que le plus pertinent, c'est que ça saupoudre à certains moments et que ce saupoudrage numérique, cette utilisation à certains temps, ça nous fasse gagner du temps pour la suite, pour le reste, c'est-à-dire vraiment pour l'échange avec l'enseignante ou l'enseignant, avec ses pairs aussi en collaboration. Je ne suis pas persuadé que toute une séquence complète numérique, ça soit vraiment très pertinent. Je pense qu'il y a certains moments où voilà, ça va être un espèce de boost qui va permettre hop, de créer des solutions, en tout cas des productions qu'on n'aurait pas pu faire différemment. Moi, je me base beaucoup sur le modèle SAMR. Donc, Ouais. si c'est juste pour substituer, pour moi, ça a très peu d'intérêt, hein. Si on fait la même chose avec l'écran qu'avec le papier, bah, il n'y a pas de plus-value.
Ça devient intéressant quand on augmente les choses, quand on réfléchit. On se rend très vite compte que les enseignantes et les enseignants ici vont se dire, OK, là, je veux travailler ça. À ce moment-là, je vais peut-être utiliser cet outil. Donc, c'est là que nous, on fait le raccord en disant, OK, on va là. Mais tout ce temps qu'on va faire, qu'est-ce qu'on en fait après? Donc, si c'est juste pour gagner du temps, ça n'a pas d'intérêt. Mais si, comme tu le dis, on réinvestit différemment Oui. pour faire un feedback, pour faire des retours, pour créer de la verbalisation entre pairs, là, ça a du sens. OK. Fabuleux. Tu nous as parlé au début de tout ça, Canva, qui peut représenter visuellement de façon intéressante des concepts. Tu viens de donner toutes sortes de scénarios où on gagne du temps en développement de compétences ou même à aller plus loin avec le contenu. Puis tu viens de mentionner feedback. Est-ce que tu as vu des usages intéressants pour réduire le délai entre l'élève qui génère une preuve d'apprentissage et le moment où il reçoit une rétroaction? Généralement, quand on est dans les sports, notre entraîneur est tout prêt et on a la rétroaction presque immédiatement. Dans d'autres matières, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne parce qu'on fait une production. Est-ce que tu as vu des usages intéressants pour toi qui permettent de réduire le délai entre justement la production d'une preuve d'apprentissage puis le moment où l'élève reçoit une rétroaction? Oui. Alors, là, ça, c'est un vaste sujet, hein. Il Oui, y a oui, des oui. outils qui sont en train d'être créés en ce moment. Un truc que j'ai trouvé, que j'ai vu qui était très intéressant, c'est tout bête, hein, mais simplement, par exemple, faire partager ses productions on parle beaucoup de Padlet. Moi, j'ai plutôt tendance à aller vers des outils éthiques et gratuits comme la Digital. C'est un petit peu moins clinquant, mais ça a d'autres mérites. La En l'occurrence, digitale? celui d'être. La Digital, c'est un bouquet de services qui OK. Je propose connais pas. de créer des QR codes. OK. En fait, il y a plusieurs outils, dont un qui s'appelle Digipad, qui permet de faire un Padlet, un équivalent de Padlet. Et une chose qu'on a fait ici, on a fait une matinée d'innovation pédagogique. OK. On a demandé à nos enseignants de formaliser des projets transversaux qui étaient déjà en cours ou qui étaient prêts à être lancés. Et on a tout partagé sur un digipad et chacun, comme ça, pouvait voir, limite en direct, ce que les collègues déposaient sans forcément qu'il y ait un temps de présentation. Donc, je trouve que le partage de documents en temps réel, c'est ce qui est vraiment presque de plus intéressant pour les enseignants parce qu'on peut voir ce qui se passe. Après, la problématique, c'est quand on a 35 élèves, c'est compliqué à gérer. On est toutes et tous bien d'accord. Mhm. Mais je pense que vraiment, là, moi, j'axerais vraiment là-dessus, c'est-à-dire vraiment ce partage. On parle beaucoup de textes collaboratifs, on parle beaucoup de plateformes de partage. Je pense qu'il ne faut pas que ça soit uniquement une plateforme de dépôt. Il faut aussi que les documents soient eux-mêmes partagés pour qu'on Ouais. puisse les voir se construire, avoir les historiques. Mhm. C'est pas un réflexe qu'on a tout le temps au lancement de séquences, mais c'est un réflexe qu'il faut essayer d'acquérir parce que ça permet vraiment de voir la construction du document, même si c'est très chronophage. Mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut changer la donne en termes de suivi des productions, Donc, de suivi des apprentissages. de systématiquement soit créer ces documents-là et les propulser vers les élèves avec un outil comme Classroom ou autre, ou de simplement demander à l'élève de partager avant de commencer. Comme ça, on a C'est accès à ça, l'historique. Ouais. c'est ça. C'est pertinent aussi, ça ouvre la porte à, si on veut, voir la progression. Puis surtout avec l'intelligence artificielle, que ce soit Copilot ou ChatGPT ou autre, là, on s'entend, ça va se multiplier. Ouais. Mm. OK. Mais c'est vrai que je peux comprendre aussi qu'avec de nombreux élèves et de nombreuses classes, ça soit complexe. Mais ça permet quand même, sur le temps libre qu'on a, de regarder, de voir ce qui s'est fait et Mhm. surtout quand ça s'est fait. Et puis de voir qui a créé, qui a participé, qui a construit, qui a juste mis son nom en bas du document. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Mais je comprends très bien que ça prend du temps, enfin ça prenne du temps et que ce soit pas simple à mettre en œuvre en fait, au vu du nombre d'élèves. Mhm. Mais que la possibilité existe, c'est quand même formidable. Oui, c'est sûr. Avant de passer à la citoyenneté, est-ce qu'il y avait autre chose que tu considérais important qu'on aborde côté des usages pertinents? Moi, la question qui me viendrait, là, je te laisse penser à ça, c'est il y a le point de vue individuel d'un enseignant, mais ensuite de ça, il y a le regard peut-être plus systématique si je suis direction d'école.
une question qu'on pourrait se poser, c'est à quel moment est-ce qu'on choisit un outil commun? Parce que si je suis parent et j'envoie 3 enfants, est-ce que ma façon de recevoir les communications avec l'école, c'est 3 façons différentes? Ça, on essaie d'harmoniser des pratiques, mais aussi on ne veut pas brimer la créativité. Je serais curieux de voir ce que tu as vu comme façon de gérer ces usages-là euh, dans les différents Ça, établissements que tu as fréquentés, là. c'est un vrai vaste débat. Un vaste débat qui a plusieurs pendants. D'un côté, effectivement, il y a le côté construire une culture d'établissement Ouais, avec des pratiques communes, avec des échanges entre pairs. Mais d'un autre côté, donc laisser la créativité. ouais. Mais d'un autre côté, il y a aussi se mettre à la place de l'élève qui va utiliser trois, quatre plateformes différentes dans la journée, qui fonctionnent pas de la même manière. Donc les parents, mais les élèves aussi, parce qu'on a eu souvent ce débat en Suisse là sur. Il y avait un déploiement de tablettes qui étaient des tablettes avec des pommes dans un environnement qui était plutôt Windows, je sais pas si on peut le dire. Enfin, et en fait, on avait par exemple deux systèmes de sauvegarde infonuagique différentes, un pour chaque, avec des plateformes qui s'entremêlaient. Donc, on se disait, c'est pas toujours très simple. Donc, j'ai pas encore vu de système idéal, c'est-à-dire vraiment de système qui soit pas autre que de l'imposition par l'institution. Ici, par exemple, on a plusieurs groupes d'enseignants qui essayent en tout cas d'harmoniser leurs pratiques par matière. OK. Euh, il y a beaucoup de Moodle, il y a du Google Classroom, il y a du Microsoft 365. Tout cohabite, même si l'institution pousse sur l'utilisation d'un seul outil, donc on va vers ça. Euh, mais ça reste quand même pas très simple. Donc moi, l'idée que j'ai pu voir par le passé au Maroc, qui avait été mis en place par mon ancien collègue Jackie Le Peintre, OK, oui. c'était en fait, c'était d'avoir une espèce de plateforme, en tout cas une porte d'entrée commune. C'est-à-dire que cette porte d'entrée commune peut te permettre d'aller ensuite, un peu à l'instar d'une application, vers un service ou un autre, mais qu'on ait une porte Ouais, commune à tout le monde, ouais, qui soit voilà, avec un portefeuille d'accès unique, ouais. et à l'intérieur de ça, avec cette uniformisation de l'environnement, on peut accéder à différents services. Tu vois, et Mhm. je pense que ça permettrait à des élèves qui ont un petit peu de la misère à se situer sur les plateformes, parce qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup de choses, hein. On se met rarement à la place des élèves, mais c'est vrai que quand on en discute, les collègues font, ouais, effectivement, ils voient 3, 4, 5 plateformes par jour. Même s'ils sont des digital natives, c'est quand même pas toujours simple de se resituer là-dedans, de Mhm. naviguer là-dedans. Et je me mets aussi à la place des parents. Voilà, donc moi, dans l'optique idéale, dans un monde idéal, je permettrais l'utilisation de plusieurs plateformes en fonction des appétences et des compétences des collègues. Par contre, je pense que mettre une espèce de porte d'entrée en amont, Ouais, commune, ouais. ça permettrait un petit peu ouais, de dédramatiser l'usage et d'avoir quelque chose de collectif et de commun. OK. Ça a du sens. J'ai l'habitude d'entendre l'expression une vitrine. Fait que j'aime le nouveau terme, une porte d'entrée commune. Ouais, comme ça facilite l'accès à l'information, là, puis tout le monde se retrouve. C'est comme notre lieu commun, là. Ouais. Côté citoyenneté, Ouf. ça aussi, c'est extrêmement large et on pourrait en parler des jours, mais ta façon de Mm. voir ou de définir ça, tu sais, citoyenneté à l'ère du numérique, euh, c'est quoi les mots de David Cohen? Qu'est-ce que ça Ouais, représente pour toi? je vais paraphraser Ouais. des gens beaucoup plus brillants que moi. Je pense notamment à Dominique Boulier, qui est un grand sociologue qui œuvre en France et en Suisse, OK. et qui a co-construit avec Boris Bott, qui est un enseignant aussi de Lausanne. Il y a eu la co-construction d'un modèle sociologique qu'on a essayé d'expliciter aux enseignants pour simplement une culture commune. Et alors, j'essaye de le transposer, en tout cas de l'amener ici petit à petit. Déjà, la citoyenneté, c'est complexe parce que d'un côté, pour nous, c'est un terme qui est plutôt légal, législatif, qui vient du monde politique, qui vient du monde social, et qui a un certain type de fonctionnement. Citoyenneté numérique, alors qu'on est plutôt de l'autre côté, côté de l'entreprise, qui a un rythme beaucoup plus effréné, qui n'a pas forcément un regard sur la législation qui est très aigu. C'est assez complexe parce que les familles et les enseignants et le monde de l'école se retrouvent au milieu.
Donc c'est un terme un petit peu flou, citoyenneté numérique. Nous, on a essayé de découper ça, en tout cas, ce qui a été fait en Suisse, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que la finalité de tout ce qu'on peut amener, aussi bien du côté des familles que du côté de l'école, c'est la construction d'une vision pluraliste, c'est-à-dire être conscient des enjeux et puis opérer des choix éclairés. Je pense que c'est ce qui se passe partout, c'est la construction de ce fameux citoyen éclairé. Oui. Et elle passe par deux parties. Une partie compréhension. Cette partie, elle est elle-même subdivisée en deux parties. Il y a un côté qui vise à comprendre la modalité, c'est-à-dire comment les choses fonctionnent, sans être technicien, mais simplement voir au fil de sa scolarité ce qui se passe quand on envoie physiquement un courriel à quelqu'un de l'autre côté du monde, comment ça se passe physiquement, OK. comment l'information circule, comment les réseaux fonctionnent, la différence entre Internet et le web, enfin plein de choses qui sont plutôt de l'ordre technique. Et puis comprendre que le numérique qu'on vit ici à Québec, c'est pas le numérique que vivent des adolescents au Maroc, au Japon. Il n'y a pas un numérique, il y a des numériques, donc il y a des réalités différentes. Et au sein même d'une même ville et d'une même classe, il y a déjà des disparités. Donc c'est essayer de toucher du doigt petit à petit ces environnements-là. Et Qu'est-ce qui puis est une fois qu'on différent? a Qu'est-ce qui est différent pour toi quand tu dis ah, il y a des numériques? Qu'est-ce que tu veux dire par je, là? Je trouve je ça pense intéressant. que je pense qu'il y a véritablement des réalités de terrain qui sont vraiment outre, on va dire, le côté un petit peu évident du point de vue politique, avec des plateformes qui sont poussées dans certains coins du globe et qui ne sont pas poussées ailleurs. Mhm. Je pense à une disparité toute simple, hein, mais une disparité d'équipement, par exemple. OK. Je ne suis pas sûr qu'en fonction des zones dans lesquelles on habite, et puis en fonction des données économiques familiales, on soit sur les mêmes types d'équipements, du coup sur les mêmes types d'usages. Je pense que oui, il y a des réalités différentes. Il y OK. a plusieurs échelles, hein. Je pense que dans une même classe, on peut avoir des élèves qui ont des... Et je l'ai vécu parce qu'on a utilisé par exemple le smartphone, enfin le cellulaire en classe en France sur un projet pilote, avant que ce soit complètement interdit. Et, c'est tout bête, mais des élèves avaient des équipements très récents qui permettaient de faire du montage sur un écran très grand. Et puis d'autres avaient de la misère parce qu'ils avaient un téléphone qui était pas rapide, avec un écran un peu fissuré. Et du coup, ça devenait très complexe pour eux. Donc sur le même usage, on pouvait avoir une disparité matérielle qui déjà posait des questions et posait des problèmes. Aujourd'hui, je pense que c'est pas tant la réalité matérielle qui est problématique. Je pense que c'est plus l'envie de savoir comment marchent les choses. On a un petit effet magique avec les équipements numériques. Les choses ont l'air toujours très simples. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on commence à discuter avec eux, en ce moment, je travaille beaucoup sur le CCQ en secondaire 4, sur la partie citoyenneté numérique. On co-construit les séquences avec des enseignants. Puis quand je vais en classe et que je discute avec eux en leur disant, OK, comment fonctionnent ces applications? Est-ce que vous avez une idée? Parce que ça a l'air simple. Et plus c'est simple, plus ce qu'il y a derrière et que la machinerie qu'il y a derrière est complexe. Mhm. Donc on parle un petit peu du UX design, de dark pattern, des fonctionnements, tout bêtement, de ces applications. Et je me rends compte que tout est fait pour pas qu'on mette les mains dans le fonctionnement. Comme on met pas les mains dans les appareils parce qu'ils sont de plus en plus fermés. Les premiers téléphones, on pouvait un peu enlever la coque, aller tripatouiller les fils, enlever les batteries. Aujourd'hui, eh ben, les appareils sont clos, Oui. les applications sont fermées. Mhm. Donc tout est fait pour qu'on soit juste un usager. Oui. Et le but, c'est juste de réussir à glisser sans faire la morale, parce que c'est pas toujours très simple quand on parle de citoyenneté. On est très souvent, on a l'impression d'être un peu dans le ton moralisateur. Moi, Ouais. j'insiste avec mes enseignants pour leur dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique. Enfin, si, il y en a. Mais on va essayer d'éviter ce ton-là, et puis on va juste essayer de leur expliquer, de discuter avec eux pour voir comment ça fonctionne. Et là, on se rend compte qu'il y a des vraies disparités parce que des adolescents savent comment ça marche, sont capables de verbaliser en disant, OK, il y a ça, dire les bons termes. Ils sont usagers en pleine conscience. Puis il y en a beaucoup d'autres qui ont les mêmes usages, mais par contre, ça ne les intéresse pas de savoir comment ça Ouais. marche. Ouais. Donc voilà, je trouve que ça, c'est une vraie disparité qui se creuse petit à petit. Ouais. Et moi qui me questionne, hein, parce que on est dans ce rôle de co-construction, de co-accompagnement avec les familles. Donc Il y a voilà, deux mots, il y a deux c'est un mots qui gros me viennent. challenge. Il y a deux mots qui me viennent à l'esprit avec ce que tu dis là, la fin de ton intervention là, pour répondre à qu'est-ce qui fait qu'il y a des numériques.
À la fin, tu disais peut-être par manque d'intérêt, il y a un écart qui se creuse entre ceux qui s'intéressent au fonctionnement et d'autres qui se disent, moi, je suis un simple usager. Comme moi, j'utilise un four à micro-ondes, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, mais ça fonctionne, donc je me limite à ça. Puis au début, tu as passé beaucoup de temps sur le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'accès. Si j'ai pas l'outil qui me donne accès à ce que le numérique m'offre comme possibilité, ou si la région sur le globe où j'habite me limite l'accès à certaines réalités ou qui sont moins mises de l'avant, ça crée des numériques différents, là. C'est un peu comme ça que je reçois ce que tu nous as. Oui, Ouais, oui, ça, il y a effectivement cette disparité. Je pense que oui, hein, cette disparité de réseau, ouais, d'accéder aux ressources, euh, et ça nous questionne beaucoup. En tout cas, ça questionne beaucoup les jeunes que j'ai pu croiser ici depuis que je suis arrivé. Je les trouve beaucoup plus conscients euh, de l'impact par rapport à d'autres pays que j'ai pu visiter, de l'impact que ça peut avoir, on va dire, en termes d'accompagnement de la population, parce qu'ils sont très conscients de la numérisation de la société et ils sont du coup très conscients que l'écart se creuse. On parle beaucoup d'électronisme. C'est vrai que l'écart se creuse parce que aujourd'hui, on fait de plus en plus de choses avec ce numérique. Les démarches administratives sont numérisées. Du coup, bah, les personnes qui sont soit non équipées, mal formées, qui n'ont pas accès forcément au réseau, bah, ça va poser beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'à l'échelle d'un pays comme le Canada, qui est quand même grand comme l'Europe tout ouais, entière, ouais, bah, on a des zones blanches, on a des personnes qui se retrouvent dans des endroits difficiles d'accès avec du magasinage qui n'est pas toujours très simple pour s'équiper. Enfin, il y a une vraie conscience. Et ça, je suis je suis très agréablement surpris du fait que les adolescents que je croise ici sont beaucoup plus conscients que ceux que j'ai pu croiser auparavant. OK. Donc, ça me donne bon espoir. Ouais. Je sais qu'au Québec, un terme qui revient souvent, c'est le citoyen éthique à l'ère du numérique. Et tu as nommé conscience, puis il y a compétence. Au-delà de définir avec des modèles théoriques ce que c'est la citoyenneté, on veut développer des personnes qu'on nomme citoyens, compétents et conscients. Qu'est-ce que tu as vu comme pratique euh, dans les écoles qu'est-ce qui permet de développer ça chez les différentes clientèles? Comment on développe Je la pense, compétence numérique et la conscience? je pense que la conscience, la compétence, elle vient aussi avec les usages. Donc, être capable de multiplier les usages pour ouvrir le champ des possibles et puis permettre aux élèves d'opérer des choix. OK. Je pense à des choses toutes bêtes, mais par exemple, je vois beaucoup de collègues ici qui se lancent dans des séquences et qui laissent les élèves choisir le support du rendu de production. OK. Par contre, en demandant aux élèves d'être capables d'argumenter, pas simplement de dire, OK, je fais de la vidéo parce que j'aime ça. Non, on va essayer de dire, la vidéo a une plus-value sur le reste, selon moi, parce que, donc être OK. capable de construire une argumentation Mhm. sur le choix d'un outil plutôt que de l'imposer. Je pense que ça, c'est déjà une pratique qui est bien ancrée. Et, euh, et la deuxième chose, je pense que c'est aussi être capable de montrer sur des usages presque identiques, de montrer qu'il n'y a pas un seul outil, mais qu'il y en a plusieurs. Et que chaque outil, chaque plateforme, chaque service euh, a ses points forts, a ses points faibles. Tout à l'heure, je te parlais de la digitale. Par exemple, en ce moment, on a beaucoup de collègues qui travaillent avec Padlet. Et puis petit à petit, on leur montre aussi la digitale en disant, voilà, c'est éthique. Alors certes, c'est peut-être moins esthétique, euh, mais il n'y a pas besoin de créer de compte. C'est gratuit. Les serveurs de stockage sont aussi sont ce qu'on appelle des serveurs verts, c'est-à-dire que c'est stocké en Suisse sur des services infonuagiques qui sont réfrigérés en altitude, donc forcément qui consomment moins d'eau et moins d'électricité. C'est aussi être capable de montrer qu'il n'y a pas une seule solution technologique, qu'il y en a plusieurs. Donc, ben, on va les piocher, mais en pleine conscience. C'est-à-dire que, OK, je vais prendre Padlet, mais je le prends parce que cette option n'existe pas dans l'autre support que tu me proposes. Donc, je pense que notre accompagnement aussi, pour ça, il est de ce point de vue-là, c'est-à-dire être capable de dire, alors oui, on va aller vers une pratique parce qu'on connaît cet outil, parce qu'il fonctionne bien,
mais être capable un petit peu de changer la donne en amenant de nouveaux Ouais. outils sur d'autres visions, d'autres philosophies, je pense que c'est aussi un gros levier. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, bah, j'ai plusieurs collègues qui me disent, OK, jusqu'à présent, j'utilisais des services payants pour générer des QR codes. Maintenant, j'ai vu qu'il y en avait des gratuits. En plus, on peut insérer des images dedans, ça me permet de mieux les classer. OK, hop, je migre vers cet outil qui est gratuit, dont les données sont pas stockées. Euh, je pense que c'est aussi ça fait partie aussi de ce métier, hein, c'est être capable, voilà, de challenger des choses qui existent, qui sont presque institutionnalisées, Mhm. et puis de montrer bah, qu'il y a d'autres manières de faire. Ouais. Donc, Ouais, puis ce que tu proposes, c'est que c'est d'autres manières de faire avec une conscience, j'ose dire, environnementale, ou tu sais, par souci de durabilité. Je sais pas si tu veux nous parler de ça, cet aspect-là de durabilité, parce que moi, ça fait hum, pas longtemps que j'ai pris conscience qu'il y avait un lien à faire entre le numérique, l'info nuagique et l'idée de durabilité. Donc, tout ça, là, j'aimerais ça peut-être que j'ai du mal à même formuler ma question, mais parle-nous de ça, je, durabilité. Qu'est-ce que ça implique? je, je- voilà, ça implique plein de choses. On a beaucoup travaillé, on a créé une espèce de fresque des usages numériques, qui n'est pas la fresque du numérique, hein, Non, non. mais qui parle de numérique sans qu'on ait d'écran. Donc déjà, ça interpelle un petit peu les collègues. On fait toute une série d'activités, donc on est nombreux autour d'une table. Ça se passe en plusieurs temps. Donc le premier temps, on a une série de types d'usages avec des cartes, on essaye de les classifier. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est ça qui est intéressant. On n'attend pas un résultat type. Le but, c'est que ça crée de l'échange, qu'on discute en disant, OK, les réseaux sociaux, bah, ça peut m'aider à communiquer, ça m'aide aussi pour m'amuser. Il y en a qui peuvent travailler avec, donc on essaye de discuter, de collaborer pour créer cette première partie. OK. Et puis la deuxième partie, elle est plus sur l'infrastructure. Tu parlais tout à l'heure, on parlait de l'info nuagique, de tout ce que ça engage, du côté câble sous-marin pour faire circuler l'info, qui pose quand même des vraies questions géopolitiques. Du coup, on a regardé la carte un peu du Canada avec ces fameux câbles sous-marins d'information qui arrivent. Puis on se rend compte qu'il n'y en a quasiment pas qui arrivent à l'est, ils arrivent tous à l'ouest. Et du coup, ça fait réfléchir plein de collègues en histoire qui disent, OK, mais pourquoi nous, on est aussi mal desservis ici? OK, bon, ça crée de l'échange et puis c'est plutôt sympa. Et puis ça fait prendre conscience aussi bah, qu'il y a des enjeux. Les appareils, il faut les fabriquer, il faut les transporter. Ça a un coût écologique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais ça veut peut-être dire aussi que on va réfléchir, par exemple, sur acheter à ses enfants un téléphone reconditionné plutôt qu'en racheter un parce que c'est le dernier qui est sorti et qu'on on a envie d'aller vers ça, mais on va être capable de faire ce petit pas de côté par rapport un peu à la société de consommation à outrance. Se dire aussi que, et là je suis très content de le vivre ici, que le Bring Your Own Device, donc le apporter votre appareil, votre équipement numérique connecté, Oui, bah, ça a un vrai impact parce que ça évite. On sait que les familles sont équipées à la maison, surtout depuis les épisodes de confinement qu'on a pu connaître avec le Covid. oui. Les familles, le taux d'équipement mondial a explosé. Et puis se dire voilà, que plutôt qu'avoir un équipement à la maison puis un équipement à l'école, ben, on va essayer d'utiliser un seul et même équipement. Donc on va demander aux familles d'acheter un équipement type qui soit quasiment le même pour tous les élèves. Donc ça fait partie de l'équipement personnel, ça appartient aux familles, mais on l'utilise en classe avec certaines solutions infonuagiques dessus. Euh, et puis il y a aussi le côté usage, c'est-à-dire qu'on se rend compte, on n'a pas besoin d'avoir tout le temps ces appareils allumés. Bah, il y a des moments où il faut les éteindre pour les mises à jour, surtout sur les ordinateurs portables. Donc il y a plein de pratiques qu'on n'a pas forcément avec les cellulaires qu'il faut reconstruire. En tout cas, il faut discuter avec les élèves et puis leur dire que c'est pas parce qu'on ferme l'ordinateur qu'il est éteint. En fait, il est juste en veille, donc il continue, même si c'est à minima, d'avoir une consommation. Donc c'est plein de petits gestes. On parle beaucoup des petits gestes, fermer le robinet, Oui. éteindre les lumières, mais ça fait aussi partie de, voilà, tu vois, les prises capables de débrancher des blocs prises le soir, parce que même s'il n'y a pas d'appareil dessus, ça consomme. Euh, c'est plein de petits gestes, donc de petites choses qu'il faut expliciter aussi. Ça va de choses très institutionnelles, par exemple ici les ordinateurs, à des choses très très simples, comprendre comment ça marche, comprendre où l'information circule, quel est le coût de fabrication d'un équipement, ce que ça consomme et puis à quel moment
on va pouvoir, nous, réfléchir à notre consommation, aussi bien matérielle qu'électrique. Donc voilà, c'est plein de petites choses, mais c'est toujours complexe à aborder parce qu'on a toujours un peu l'impression soit d'être intrusif, soit de faire un peu la morale en disant attention, il faut quand même penser à débrancher. Donc c'est un ton à trouver. C'est pour ça que le côté fresque est assez intéressant parce que généralement ça vient des personnes qui font cette activité en fait, ça remonte. Et nous on est juste là un peu en tant que chef d'orchestre pour dire effectivement, ici on parle de consommation, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Puis là on engage la discussion. Mhm. Donc voilà, je pense que c'est un bon point de départ. Quelles sont des réactions que tu as observées, tant chez des collègues que chez des élèves, quand les gens prennent conscience de ça, le- la durabilité, l'impact, la consommation, l'empreinte de ces appareils-là, nos habitudes de consommation et d'usage, là, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu as observé quand tu réussis à ouvrir le dialogue comme ça? Je pense que tout le monde est conscient vraiment des choses. OK. Où que je sois passé, il y a une. Je crois que ce qui est le plus marquant, c'est quand on commence à sortir un peu des chiffres. Tu vois, pour regarder par exemple la consommation, là je leur ai sorti une étude que j'ai vue passer sur LinkedIn sur la prévision de, comment dire, de consommation électrique aux États-Unis, tu sais, avec une espèce de courbe qui dit, OK, si on continue avec le nombre de voitures électriques, le nombre d'équipements par le réseau tombe dans 2 ans ou dans 3 ans, en fait, parce que physiquement, il n'est pas fait pour subir autant de charges et autant de circulation d'électricité. OK. Donc, je pense que dès qu'on commence un petit peu vraiment à montrer les chiffres, parce que tout le monde le sait, hein, on va dire que c'est quand même dans notre culture, dans notre inconscient collectif, mais quand on voit les chiffres, ouais, je pense que ouais, ça commence vraiment à. Ok, on voit le taux d'équipement, on dit la consommation électrique globale du numérique, ça représente 30% dans la consommation totale mondiale, et qu'avec l'info nuagique, ça va tripler dans les 3 ans qui arrivent. Ça a déjà doublé en un an et demi, ça va presque encore doubler dans l'année et demie qui arrive. Donc je pense que voilà, petit à petit, ça demande aussi à avoir un travail de veille sur les chiffres. Oui. Et puis, ça demande aussi à pas avoir un ton trop alarmiste. On a la possibilité d'agir, donc. Mais oui, oui, il y a quand même, les gens sont quand même très très conscients, quoi. Vraiment. OK. C'est quand même fabuleux la vitesse à laquelle tout ça, ça évolue. Tu as parlé d'accélérateur tantôt. Je serais curieux de savoir du point de vue d'un chef d'établissement. Tu as vu différents établissements, tu jases avec des collègues. Si on regarde le côté positif de la chose, quelles sont des pratiques venant de chefs d'établissement qui peuvent devenir des accélérateurs pour faciliter justement cette comment je dirais donc, pas qu'on veut créer une culture du numérique, mais on veut avoir une école qui est bien ancrée dans le monde d'aujourd'hui et qui tire profit de tous ces outils-là et qui prépare les jeunes au monde d'aujourd'hui aussi. Donc, tu sais, comment les chefs d'établissement peuvent-ils être des accélérateurs ou facilitateurs dans une école? Oh, il y a plein 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 de choses ici. Par exemple, on parle beaucoup d'IA en ce moment, hein, Ouais, d'outils IA, avec cette politique qui tarde un petit peu à se mettre en place en termes législatifs, enfin légal. Euh, on essaye en tout cas, par exemple, tu vois, d'amener des usages tout en les encadrant au mieux. Je pense que pour un chef d'établissement, je vais essayer de discriminer, j'aime pas trop ce terme, mais plusieurs approches. OK. Parce que d'un côté, je trouve intéressant pour un chef d'établissement, bon, en termes d'accompagnement de ses équipes professionnelles, de repenser les temps de formation, de repenser l'accompagnement aujourd'hui. On se rend compte que une espèce de réunion massive d'enseignants pour leur faire retomber un savoir ou des compétences sur un temps donné, c'est pas toujours pertinent parce que tout le monde n'est pas à son niveau, tout le monde est sur ses propres chantiers. Donc, tu vois, par exemple, là, en ce moment, on parle de ludification des apprentissages en disant on va essayer, voilà, il y a plein de pistes, hein, créer des jeux vidéo, utiliser de la robotique, mais tout le monde n'est pas, tout le monde en septembre n'est pas forcément là-dedans, dans cette réflexion. Il y en a qui vont y venir plus tard, il y a des collègues qui viennent d'arriver, qui ont d'autres chantiers à faire.
Donc, on est en train de repenser un peu la temporalité de ces accès aux formations, un peu sur le modèle des classes inversées, OK. c'est-à-dire de mettre à disposition tout un corpus de compétences qui est un peu scénarisé, un peu fun, qu'on puisse lire aussi sur des cellulaires, dans les transports en commun, enfin, un accès un peu à l'information en amont, et OK. puisse garder des temps libres pour qu'on, nous, conseils pédagogiques, à la demande des directions, on puisse accompagner des collègues au moment où ils sont intéressés par ça, ce qui évite de réunir tout le monde et de bloquer des temps. Donc, on Hmm. essaie de se réadapter, on essaye d'utiliser le numérique ou les plateformes numériques à disposition pour qu'on puisse changer et les formats et les temporalités d'accès aux ressources de formation, qu'on ne crée pas forcément tout le temps nous, hein. Je sais que le récit a un catalogue de formation qui est assez phénoménal, mais Ouais. à mettre à disposition tout ça en se disant que tout le monde ne le fait pas au même moment, tout le monde ne le OK. fait pas au même rythme, sur les mêmes équipements. Donc, voilà, on essaye de repenser l'accès à la formation. Euh, Ensuite, je te dirais que être capable aussi d'arriver, tu vois, et de faire des choix forts. Je pense notamment à ce choix, je vais revenir sur ces ordinateurs, tu vois, mais de dire, OK, on va demander aux familles d'amener leur ordinateur, on leur donne une contingence technique, une fiche technique type. OK. Ensuite, il y a plusieurs types d'équipements à l'intérieur. Et puis, nous, on va, une fois que l'élève rentre, il a accès à un portail sécurisé, les applications sont là. Donc, mettre une structure qui permette de faire ça, mettre une structure en place, c'est-à-dire un réseau qui soutienne, par exemple, 2 ou 3 000 connexions en même temps, de manière sécurisée avec des accès personnels. C'est un travail énorme de mise en Oui. place. Oui. Donc, je suis assez étonné que les choses fonctionnent et fonctionnent aussi bien. Je ne l'ai pas trop vécu par le passé. Euh, c'est aussi faire des choix d'outils, c'est être capable d'avoir comment dire, de pas se la jouer un peu à l'européenne, c'est-à-dire de dire, OK, on interdit tout de suite, on OK. réfléchit, on fait des réunions et puis ensuite on y va. Non, on va faire une réunion tout de suite. On se dit, OK, on va l'utiliser dans tel cadre. On va tout de suite voir ce que ça donne. Donc, on est nombreux sur le coup. Mhm. On échange, on crée un comité. On agit très vite. C'est-à-dire qu'on on a peut-être aussi une agilité qu'ont pas, pardon, les grandes institutions. Donc, je pense que les directions d'école ont cette. Pour moi, direction, c'est montrer une direction. OK. Tu vois, c'est pas juste gérer un établissement avec tout ce que ça sous-entend, mais c'est aussi être capable d'être visionnaire, de se donner une direction. À Sainte-Anne, on a quand même un directeur général qui est très ancré dans les nouvelles technologies, hein. Hugo Kavenaghi, c'est quelqu'un qui a Ouais. écrit sur l'IA il y a déjà Ouais. plusieurs années de ça. Ouais. Et être capable d'arriver dans un établissement qui a une coloration, qui a une acculturation à ça, c'est un vrai luxe, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Non, non, non. Et puis, je te dirais aussi, pour terminer très rapidement, qu'il y a aussi, tu parlais des parents tout à l'heure, je vais Oui. rebondir dessus. Oui. Ici, on fait beaucoup de conférences, alors soit en présentiel lors des réunions de parents, ou alors en ligne, parce que bah, on n'est pas toujours disponible pour. Mhm. Mais par contre, on peut écouter des choses, on peut couper l'image, écouter. Et donc, ces présentations-là aux parents sur certains outils, à mon avis, ça fait aussi partie de cette co-construction. On est, on- pour moi, on est dans on est dans la même équipe, Mhm. parents, école, univers scolaire, on est dans cette co-construction, en tout cas, on accompagne. Et je trouve que c'est important, voilà, de mettre à disposition aussi des choses qu'on fait avec les élèves, mais de les transposer aussi aux parents, parce que bah, tout le monde n'a pas forcément ni le temps, ni l'appétence, ni la culture numérique suffisante pour savoir que ben, on peut travailler des images, on va toucher du doigt les fake news avec les élèves. Enfin, donc, je pense que ouais, aujourd'hui, être dans une direction d'école, c'est confronter à beaucoup de choses. Oui. Outre, bien entendu, cette gestion Oui. Oui. des personnels, financières, les élèves, les familles. Et le numérique, ça rajoute quand même une sacrée surcouche, hein, parce que ça avance vite. Et ça nous oblige à être très, très, très souple et être très agile parce que le temps ne va faire que s'accélérer. Oui. Je pense que c'est un rappel aussi à l'humilité, même en tant que conseiller technopédagogique, tu vois, parce que moi j'ai toujours tendance à dire aux collègues, je suis comme vous, sauf que moi j'ai du temps pour me former et pour regarder ce que vous n'avez pas forcément vous, parce que vous êtes en classe avec des élèves. Donc Oui. si j'ai pas la réponse maintenant, moi je vais avoir le temps d'aller chercher, je vais Mhm. demander à des collègues, j'ai un réseau, je vais demander des infos, et puis je vous reviens dès que j'en sais plus.
Mais je pense que voilà, quand je vois des collègues qui arrivent en disant je suis expert de rien. Et je pense que l'arrivée de l'IA nous a bien rappelé qu'on était expert en rien, qu'on réagissait souvent, et que le but c'est de réagir en groupe, de réagir ensemble de manière un peu cohérente. Donc ça se construit. Comment vois-tu la différence? Quelle distinction fais-tu entre l'arrivée du iPad, l'info nuagique et maintenant l'intelligence artificielle au niveau de l'impact que ça a et de Waouh. l'approche à avoir? Quelle distinction fais-tu? Parce que, tu sais, je sens qu'on ne revivra pas les mêmes étapes Non, SAMR qu'on a vécues avec l'intégration des appareils et de l'info nuagique. C'est autre chose. c'est clair. Qu'est-ce que tu vois de ce côté-là? Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est assez drôle parce qu'on a eu les mêmes discussions. En tout cas, on a eu cette discussion là-dessus. Sur, par exemple, l'arrivée d'applications IA qui permettent de créer de l'image, hein, DALL-E, Firefly, il y en a encore beaucoup d'autres, Midjourney. Et on discutait justement, et là, on avait un petit point, pas forcément de désaccord, mais moi, je disais, par exemple, que l'arrivée de l'iPad, ça a juste permis de transposer des usages sur un écran. Mhm. Alors, je vais parler juste de ma pratique, ça m'évitera de me perdre dans des exemples que je ne maîtriserai pas. Moi, j'ai essayé d'aller très rapidement vers l'iPad 2 en 2011 parce que je voyais les difficultés qu'avaient mes élèves avec la souris quand il s'agissait de dessiner sur un écran. Et c'était une difficulté physique parce que quand on écrit, quand on dessine, on a une ligne continue entre son regard, la main et le support sur lequel on travaille. Ouais, La souris, d'un coup, ça a excentré cette main, donc on avait une ligne brisée. ouais. C'était vraiment une autre manière de faire. On regardait l'écran, mais il n'y avait plus notre main au milieu. Mhm. Et il y avait beaucoup d'élèves qui avaient des difficultés, et puis pas que les élèves, hein, moi le premier. Et je trouvais que l'arrivée de la tablette, ça permettait de recréer un geste numérique qui se rapprochait un petit peu d'un geste dit traditionnel. Et puis plus le temps est passé, plus on se rend compte que on avait accès à des différents outils de dessin, de peinture, par exemple des aérographes avec des aspects très réalistes, hein. Et en classe, on n'aurait pas pu mettre 30 élèves sur des aérographes, il aurait fallu 30 compresseurs. Enfin, ça réglait une partie de problématiques techniques, ce qui n'empêchait pas qu'il faille continuer avec des pratiques traditionnelles. Moi, on disait souvent, une pratique ne chasse pas les autres, elle se rajoute. Donc, ça permettait de faire différemment, mais de rapprocher quand même le geste numérique du geste traditionnel. Donc, l'iPad avait ce côté qui était vraiment très intéressant. L'info nuagique, ça a été assez chouette parce que ça a permis de régler quand même quelque part des questions sur ce fameux une espèce de serpent de mer en Europe qui est le portfolio de l'élève. Ouais. Cette espèce de document qui va le suivre dans le temps. Il y a Ouais. eu plein de solutions technologiques, technicistes différentes. Là aujourd'hui, avec toutes ces structures infonuagiques, on peut se construire un espèce de portfolio qui va nous suivre dans le temps, parce qu'un élève qui arrive dans un établissement avec son adresse, il va pouvoir avoir un espace de stockage, puis d'année en année, il va pouvoir un petit peu ranger son espace de stockage. Donc on va glisser vers d'autres compétences, hein, qui est range ta chambre, hein, range ton info nuagique, Ouais. parce que on en met partout. Ouais. Ça leur apprend aussi le classement. Donc moi, je trouve que ça a été intéressant parce qu'une fois qu'on a réglé le problème technique de réseau et que ça tient, eh ben, on peut travailler, on peut enregistrer, on peut partager, on peut collaborer. Ça a vraiment ouvert des portes qui étaient compliquées avant d'ouvrir, même avec l'informatique. Ouais. L'IA, ça me pose une autre question. Alors, je ne suis pas dénigré, loin de là, hein. Je suis un peu comme tout le monde, je suis dans l'extase de ces outils-là. Mais on n'est plus du tout dans les gestes. On reproduit plus le même geste, on va créer à partir de mots. Donc, on va créer des images à partir de mots, Mm. ce qui est différent de ce qu'on faisait avec une tablette où on dessinait sur un écran, on dessinait sur du papier. On place des Là, on n'est commandes. plus dans le même. Là, on est dans un changement complet de paradigme. Ouais. L'interface qui permet de créer, c'est le vocabulaire. Et c'est la manière dont on va tourner. Donc, c'est vraiment un autre type d'apprentissage, être capable de construire une requête efficace qui va être différente d'une plateforme à l'autre. Ça va devenir quasiment ça, le savoir-faire, hein. Ça va être Ouais. d'être capable de prompter ou de créer des requêtes.
Ouais. Donc, ça va vraiment être différent. Mais je trouve que les enseignants le vivent plutôt très bien parce qu'ils sont capables de différencier ces temps d'usage en disant, OK, on va utiliser à certains moments l'IA pour certaines choses, pour nous faciliter la vie, pour voir ce que ça peut donner, mais on va réutiliser pour faire un petit peu différemment avec un ordinateur, avec de la retouche d'image, avec de la retouche textuelle. Le texte qu'on va pouvoir prendre, on va le remettre en page sur une autre application. Je pense que si on utilise que l'IA, déconnecté du reste, ça a très peu d'intérêt. Enfin, ça a très peu d'intérêt. Ça a un grand intérêt, ça a un énorme gain de temps, ça permet de faire plein de choses. Mais si ce qu'on a produit avec l'IA, on s'en sert dans autre chose, je trouve que là, ça devient une véritable plus-value. Donc moi, je les séparerais pas. Je pense que Non, tout non, non. prend du sens quand Ouais. on relie tout ça, Ouais, ouais. qu'on a un espèce d'accordéon, tu vois. Mhm. Ok, j'ai un iPad, je vais créer une image dans Adobe Firefly, cette image, ensuite je la mets dans Canva, sur mon iPad, je vais commencer à faire un peu de mise en page, puis je vais travailler des compétences, être capable de faire un visuel clair, de mettre un slogan, de gérer la place du texte, de voir que ben, qu'est-ce qu'on va retenir du message qu'on est en train de mettre sur son exposé, et puis ensuite sur l'info nuagique, je vais pouvoir le partager avec mes pairs ou le co-construire en direct. Donc, moi je vois ça comme un tout, et puis chacune des parties amène une petite pierre à l'édifice. L'IA sort pas de la règle, hein, ça permet de faire des choses. Euh, on a parlé tout à l'heure, voilà, être capable de résumer des choses plutôt qu'aller passer du temps, un temps fou sur Internet, aller chercher des infos. Mhm. Voilà, là on va pouvoir aussi lui demander, et ça je trouve ça plutôt très très utile, de reformuler pour les élèves en disant, dans les prompts, dire voilà, explique-moi ça pour un enfant de 14 ans, un adolescent de 14 ans. Et puis, bah, ce texte, c'est sûr que si on fait copier-coller, ça n'a pas d'intérêt. Ça existait déjà avec Wikipédia pour les exposer, on copiait, on collait, Mhm. puis c'était terminé. Là, c'est toujours pareil. On va fabriquer une brique avec les outils d'IA, mais ensuite, ça prend du sens que si cette brique, on s'en sert pour construire autre chose Ouais, c'est dans ça. une autre application. Donc, bah, je pense qu'on en revient à ce mot scénarisation, tu vois. On prend des Ouais. parties pour essayer d'articuler tout ça. Ah, j'aime ta façon de le présenter. Il y a un terme sur lequel j'ai lu quelques textes dernièrement, un texte d'Alexandre Audette, qui est enseignant en 7e, 8e année en Ontario, qui a été nommé dans un texte de Marc-André Girard qui contribue à l'école branchée. Il parlait de l'électronisme. T'as parlé tantôt des numériques en fonction des accès et de l'intérêt, mais il y a aussi le développement professionnel, puis l'idée d'être en apprentissage continu. Tu parlais d'une dose d'humilité. On ne sait jamais tout, mais il faut quand même être en mouvement, puis suivre un peu là, les choses. Euh, pour les gens qui seraient peut-être encore intimidés par le, par le numérique, puis ce que c'est là, ce serait quoi, toi, tes mots, ton invitation? Tu accompagnes beaucoup de types d'adultes qui enseignent différentes matières et qui en sont à différents endroits dans leur pédagogie, dans leur techno-pédagogie aussi. Ce serait quoi, toi, ton invitation pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont peut-être pas, en tout cas, leur perception, c'est peut-être qu'ils ont peut-être pas la facilité avec le numérique. Ce serait quoi, quelle invitation tu aimerais leur faire ou leur lancer, là? Si tu en avais une, Je, là. je- Ah oui, oui, ouais, il y en a beaucoup, hein, parce que par le passé, c'est arrivé de rencontrer des collègues qui étaient soit en difficulté, soit qui n'avaient pas forcément l'appétit pour ça, Ouais. qui ont l'impression de ne pas avoir pris un train en marche, alors que bah, le train continue de passer, hein, et les wagons, bah, les nouveaux wagons sont les wagons de l'IA qui arrivent. Euh, j'ai plutôt tendance pour ce genre de collègues à leur dire, OK, on va essayer d'abord de rentrer par l'outil prof. On va essayer de se créer ou de mettre. Voilà, on n'est pas super à l'aise, ok, mais il y a des outils pour toi pour créer un support de cours, pour éviter de tout écrire au tableau. Voilà, tu vas le réutiliser, tu vas le réenrichir. Bah, il y a cette palette d'outils, lequel te paraît le mieux, lequel te paraît le plus efficace pour ce que tu attends, ce que tu veux faire. Et puis petit à petit, moi, j'ai plutôt tendance à rentrer par là. J'ai pas de collègues comme ça ici, mais par le passé, je suis rentré, j'ai pris un petit peu ce biais. Et puis après, ok, bah, voilà, tu as créé un outil, super, je le maîtrise, ok.
On va peut-être maintenant commencer à réfléchir aussi à ce que les élèves peuvent faire aussi avec. Euh, et puis généralement, ça vient sur des choses très simples, tu vois. On commence avec des caouts, avec des choses. Ok, c'est toujours le prof qui maîtrise, qui tient les rênes, mais je vais quand même demander aux élèves un petit peu de mettre les mains dedans, de répondre. Ok, on sort des appareils numériques. Ok, ça va, ça se passe bien. J'ai le retour immédiat, je vois le truc. Et puis petit à petit, ça devient rassurant. Je pense que arriver, j'ai jamais essayé, mais je pense que moi, j'essaie de me mettre à leur place, arriver en disant, ok, quelqu'un qui me dit, c'est comme ça qu'il faut faire, je viens avec toi, je te montre, la marche est trop longue, quoi, trop large. Et je pense que plus on met de temps à la passer, plus on a cette impression qu'on va jamais y arriver parce qu'il y a eu les tablettes, il y a l'info nuagique, maintenant il y a l'IA, et c'est trop, quoi. Ben, dans n'importe quel Ok. domaine, plus tu en apprends, plus que tu es conscient que tu sais pas grand-chose. Là, tu sais, plus tu avances, plus tu as des questions. Là, donc, ouais, je comprends ce que tu dis. Il y a ça, donc j'aurais tendance, ouais, j'ai eu plutôt tendance par le passé à rentrer par l'usage prof avant Ouais, de ouais. glisser, parce que de toute façon, ça finit par glisser à un moment, parce que les profs disent, OK, super, je maîtrise un outil. Je pense qu'à partir du moment où on a maîtrisé un outil, on pense qu'on maîtrise, on est capable de gérer, hop, les collègues après volent de leurs propres ailes tout de suite, parce qu'ils voient, ils disent, OK, cet outil, par exemple, tu vois, avec les iPads, OK, je vais faire mes keynotes de cours, puis je vais faire des exposés. Je me sens à l'aise avec Keynote, donc je vais permettre aux élèves d'utiliser Keynote pour faire leur exposé. Ouais. Super. Tu as vu qu'on peut enregistrer sa voix, on peut mettre des vidéos, mais les vidéos, elles sont longues. Ok, alors on peut les monter. Il y a iMovie, ça permet de les monter. C'est des Lego qu'on va mettre des briques petit Ouais. à petit. Et puis les constructions, bah, elles se ressembleront pas parce que chacun va avancer à son rythme, chacun va avoir ses propres expériences, ses propres besoins. Et ça demande aussi vraiment, je parlais tout à l'heure un peu d'agilité, de souplesse. Bah, oui, bah, ça va demander aussi d'être capable de dire, OK, tu veux faire tel type de production, est-ce que tu penses que ça sera intéressant pour les élèves? Ça amène quelque chose en termes d'apprentissage pour eux? Est-ce que pour toi, ça te simplifie? Tu penses que c'est pertinent pour eux? Tu penses qu'à ce moment-là, ça va être bien? OK, on a du temps, on va le faire. Donc ça demande une vraie souplesse. Et puis, ça demande un peu d'empathie aussi, être capable de se dire, OK, il y a des collègues avec qui on va pouvoir y aller, on va pouvoir se challenger parce qu'il y a les deux aussi. Hein. D'un côté, on parle aussi des collègues qui ont de la misère avec ces outils ou qui Ouais. se sentent pas de se lancer. Mais il y a la tête du train qui sont les collègues qui, eux, ont plein d'usages, sont déjà très poussés. Comment on les challenge? Comment on arrive à se dire, OK, tu fais déjà plein de choses. Qu'est-ce que moi, je vais pouvoir t'amener? Donc, tu vois, il faut essayer un petit peu sur cette balance. Euh, Évidemment, il faut toujours aller par priorité vers ceux qui sont un peu sur la fin du peloton. Et il faut pas non plus oublier ceux qui sont en tête. Donc, il faut réussir à, tu vois, créer un peu de l'appétence, à dire, OK, je vais vous challenger, on va faire un projet à plusieurs classes, on va utiliser l'IA, comment scénariser ça, et go, Mhm. on se revoit dans une semaine et puis on en parle. Donc, il faut réussir à jongler avec les deux. Donc, ça demande deux manières, deux approches différentes. Ouais. Mais c'est aussi la beauté du métier, quoi. C'est comme avec une classe, on a des élèves qui sont Ouais, super, ouais. qui ont de la facilité, d'autres qui ont de la misère. Donc, ouais, il faut être capable de gérer tout le monde, quoi. Donc, J'aime ton approche passer par le prof en commençant. On se dit, OK, qu'est-ce qui va t'aider toi? Puis graduellement, on l'amènera vers les élèves. Tu as dit tantôt, on ne peut pas les séparer, les outils, l'info nuagique, l'intelligence artificielle, mais en t'écoutant décrire ce que ça demande comme savoir-faire avec l'intelligence artificielle, qui est du langage, des requêtes, euh, parler avec des mots, ma perception, c'est que c'est peut-être une porte d'entrée plus facile hum, pour les gens oui, qui se sentent moins habiles. Comment tu vois ça, toi? Je me dis, c'est peut-être un facilitateur. On n'est pas obligé de clairement. commencer par l'outil, mais je Hum, suis habile avec des mots. Ça me paraît plus simple que de manipuler un iPad, là, tu sais. oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que on a un projet ici, par exemple, qui s'appelle Emilia, qui est en cours de construction sur l'école Sainte-Anne, hein, qui va être une plateforme qui va permettre aux enseignants de français d'avoir des corrections et des retours beaucoup plus rapides. Ce que je trouve moi très intéressant, ce que tu soulèves, hein, c'est qu'effectivement, on va être en ligne, on n'aura pas besoin d'avoir une compétence technologique.
pour utiliser ces outils-là, on va arriver par le biais du vocabulaire, enfin par le côté vocabulaire. Et effectivement, euh, je trouve il y a moins d'appréhension à utiliser l'IA, alors que je m'attendais vraiment à l'inverse, hein. Je trouve qu'il y a moins d'appréhension à utiliser l'IA parce qu'on passe par du vocabulaire, on passe par de l'écriture, on passe par une manière de faire qui ne demande pas de savoir programmer, de savoir utiliser, d'enregistrer sous tel type de format ou tel type de support, d'échanger. C'est assez simple. Et puis surtout, on va dire la pluralité de ce que tu peux faire avec. Résumer un site internet, construire, je sais pas moi, construire un dialogue ou en tout cas avoir une base de dialogue entre personnages, être capable de résumer la vie d'un auteur, par exemple, en français, plutôt qu'aller lire des pages, être capable de condenser l'essentiel. Ouais. Je trouve qu'effectivement, ça, c'est une vraie porte d'entrée. Et je m'attendais à ce qu'il y ait plus de réticence ou plus d'appréhension sur l'IA, surtout sur le côté métier. Et puis en fait, je me rends compte que pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de collègues qui ont plus de facilité à aller vers ça, justement parce que ça demande pas de gestion technique, quoi. On va sur les plateformes qui sont autorisées, qui sont installées, et puis on va aller utiliser, et puis on va l'utiliser à certains moments, généralement en amont ou en aval d'une séquence, d'une lecture, d'une recherche, mais effectivement, oui, oui, ça, je trouve que tu as raison, ça engage des enseignants qui n'étaient pas forcément les premiers à être moteurs sur l'utilisation de tablettes, par exemple, Mhm. et qui là vont avoir de la facilité à y aller beaucoup plus, ouais. C'est très accessible. Tu sais, je me dis, Oui. on entre, la boîte de dialogue. Ouais, ouais, Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est là que ouais, ouais. il faut les accompagner parce qu'ok, on a tout ça. Comment on le met en forme? Mhm. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Moi, je crois beaucoup en la chaîne applicative, ce qu'on appelait la chaîne applicative, là, app smashing en anglais sur les tablettes. C'est-à-dire que je fais par exemple une peinture dans une application, hop, je vais la sortir, je vais la retoucher, je vais la glisser en fond de diapo pour faire une keynote personnalisée, puis je vais aller piocher des choses à droite à gauche pour arriver à une production finale. Donc on va passer par tout un cheminement. Mhm. Et là, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'on va placer maintenant l'IA dans ce cheminement-là? Est-ce qu'il y a Ouais, besoin de le placer? Pas ouais. toujours, mais je pense qu'un des tâches qui nous attend, c'est de voir à quel moment on va pouvoir prendre tout ce qu'on a fabriqué avec ça, puis le mettre en forme différemment. Donc c'est un challenge à venir. Ouais, ça l'est parce que dans ma tête, un des multiples enjeux de l'intelligence artificielle, c'est que ça facilite le travail de l'individu. C'est un assistant, c'est un copilote, Mm. mais ça vient en quelque sorte menacer un peu notre conception ou de la preuve d'apprentissage. Ça vient menacer la fiabilité qu'est la production. Là. Habituellement, c'est une production d'un élève, c'est fiable, on se fie. On a parlé autrefois de plagiat, OK, il faut gérer le plagiat. Maintenant, c'est un outil super puissant. Puis comme tu dis, j'aime l'idée du app smashing. Je me dis, comment on va intégrer l'intelligence artificielle dans cette séquence-là pour justement pas l'exclure. Comme tu disais au début, on veut l'inclure, mais apprendre puis ajuster nos politiques et nos façons de... C'est ça. Parce que ce qu'on veut en bout de ligne, c'est que l'élève génère une bonne preuve d'apprentissage, mais on veut aussi qu'il ait fait et réalisé les apprentissages aussi. C'est Oui, puis c'est aussi utilisé en toute conscience, c'est à c'est ça. savoir que, par exemple, quand on travaille sur les images, il y a des limites, on finit par les retrouver, on retrouve des choses qui sont très, très, très similaires. Ça pose plein de questions aussi sur les droits. Mm. Moi, je trouve ça assez intéressant de toucher du doigt ça avec les élèves aussi. On parle beaucoup ici de Creative Commons. Donc, on essaie d'accompagner les élèves et les enseignants à dire, OK, on va se questionner sur ce qu'on peut utiliser, comment on peut le diffuser. Donc, c'est tout un énorme univers. Et la question, oui, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de ça et puis être capable de dire, OK, c'est la machine qui a fait à ma demande. Maintenant, il va falloir que je le passe à travers mon filtre à moi C'est ça. Le pour que ça transformer. devienne une production d'élèves. Et là, il y a il y a du travail parce que bah,
Ça peut prendre plein de formes différentes. Ouais. Mais en tout cas, il faut l'utiliser de toute façon, c'est là. Donc, soit on le met de côté, c'est un peu comme les cellulaires. On peut toujours espérer que personne ne le sorte dans la journée, mais on sait que ça va arriver. Non, c'est Donc, clair. qu'est-ce qu'on fait avec? Quitte à l'utiliser, on va l'utiliser à bon escient. Ouais. En tout cas, on va essayer de l'utiliser à bon escient. C'est comme les écrans. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, une espèce de montée un peu anti-écran qu'on voit un peu partout. On essaye de leur dire, OK, bah, l'ordinateur est allumé, mais on n'est pas toujours à le regarder. Euh, le but, c'est pas l'objet lui-même, c'est pas la plateforme elle-même, c'est ce qu'on en fait. Mhm. Donc, si la finalité, c'est juste de faire du plagiat ou de gagner du temps pour Mhm. l'élève en disant, je vais demander à ChatGPT de faire mon travail scolaire à ma place, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si on lui demande, OK, va résumer ça, et puis une fois que tu as ça, tu vas le mettre en forme, toi, à ta manière. Mhm. Là, ça devient de l'apprentissage, quoi. Ça devient très intéressant. Ouais. Ouais. On va apprendre beaucoup dans les prochaines années, j'en suis sûr, grâce à ça. Dans Puis les prochains mois. ouais, puis on va grandir. Hey, ça fait déjà plus d'une heure Ouais. qu'on jase, mon cher David. J'ai Oh l'impression là qu'on là. on ne fait que commencer. Il faut que je te pose la question. Ça fait 4 ou 5 mois que tu es de ce côté-ci de l'Atlantique. Oui. As-tu fait des découvertes culinaires dans ton coin de... Po, 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 po. Alors, j'ai découvert pas mal de choses d'un point de Oui? vue culinaire. Alors, je sais que tu t'attends à ce que je dise Non, poutine. non, 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 mais toi, là, Euh, pour toi, là, qu'est-ce qui... moi, je suis, je suis très heureux de vivre cette expérience. Alors, d'un côté, j'ai bien conscience que je suis assez chanceux parce que, initialement, je viens du sud de la France. Donc, mon corps n'est pas forcément fait pour les températures extrêmes, froides. Et on a eu un hiver Oui, plutôt très doux. doux. Voilà. Donc voilà, je comprends que ça crée de l'inquiétude, mais bon, en même temps, moi, je vais pas me plaindre à titre très égoïste. Moi, je suis très, très content d'être là parce que d'un point de vue culturel, d'un point de vue humain, je retrouve quelque chose que j'avais un petit peu perdu de vue dans mon vécu en Europe, qui est quand même, on va dire que ce qui se passe là-bas est un peu lourd, on OK, va dire. OK, Et ici, je trouve que même s'il y a une réalité économique, c'est pas non plus un monde tout rose, mais je trouve que les gens ont ce contact encore très facile OK. et ont cette curiosité des gens. Moi, il y a plein de collègues qui je mange, avec qui je discute, avec qui on va boire une bière. Donc, ma découverte culinaire, c'est plus la bière OK. que la nourriture physique. OK. Je découvre la myriade de Ah, microbrasseries c'est incroyable. montréalaises. Ouais, C'est assez incroyable. ouais. Mais c'est une vraie culture de l'échange et c'est un vrai plaisir de partager. Et tu vois, là, je sais qu'il y a la Coops qui arrive, hein. Je pourrais pas y Oui, participer cette année, mais je vais participer sûrement au sommet du numérique. OK. Là, on a plusieurs événements, on rencontre des gens et à chaque fois, je trouve ça très enrichissant. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu des événements où vraiment je sortais de là en disant, OK, ouais, ouf, j'ai rencontré plein de gens, j'ai appris plein de choses. Waouh! On rentre le soir avec le sourire en me disant, ouais, ça c'est chouette, j'ai passé une super journée, j'ai appris plein de trucs. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, hein. Ça veut pas dire que j'avais pas eu de belles rencontres ou autre, mais pas à cette échelle-là. OK. Donc voilà, ma découverte culinaire, ce sera, ce sera plutôt liquide. Avenir, Voilà. avenir. Ouais. À venir, ouais. Mais, Mais je suis c'est content pour vrai que toi que ton c'est. réseau prend de l'expansion puis que tu apprécies là, ces expériences-là. C'était le but de ta traversée, c'est que tu voulais grandir. Donc, ce que Mhm. j'entends, c'est que c'est ce qui se produit. Là, donc, C'est c'est ce qui se produit. positif. Après, j'avais la chance de connaître déjà des collègues québécois. Tu as parlé de Marc-André Girard, que j'ai croisé plusieurs fois sur Nice par le passé. D'autres collègues comme Jackie le peintre, Nathalie Couzon, enfin des gens que je connaissais via les réseaux, puis que j'ai rencontrés à tous, hein. Marc-André et Jackie, je les connaissais physiquement. Donc je suis pas arrivé en terre inconnue, on va dire. Ouais. C'était plutôt sympa d'arriver avec justement des amis qui ont pu un petit peu nous aider à l'arrivée. Mais non, non, moi j'avais une petite appréhension. Et puis ça s'est levé très très vite, aussi bien au travail, parce que malgré que ce soit une très grosse machine, il y a toujours un côté très humain où on nous laisse le temps de prendre la mesure des choses.
qu'on n'a pas toujours forcément, ce que j'ai pas vécu toujours dans le passé, tu vois. Quand tu arrives dans un établissement, tout de suite, il faut y aller. Ça roule. Là, on m'a dit, OK, il faut être, prends le temps de regarder, prends la mesure de la chose, et puis ensuite tu vas pouvoir agir. Mhm. Donc voilà, j'ai plutôt apprécié ce côté-là. Et puis bon, il y a quand même une vraie culture de la pédagogie hein, qui est Oui, plutôt chouette. Ouais. oui. Ah oui, écoute, c'est fabuleux. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content pour toi. Je C'est le suis aussi. c'est le fun d'apprendre à te connaître. J'apprécie le temps que tu prends dans ton beau milieu de vie au Collège Sainte-Anne. Ma dernière question pour toi avant qu'on se laisse, c'est qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochains mois? Là? Qu'est-ce qui s'en vient là, dans ton assiette que tu anticipes positivement? Là? Il y a plein de choses, là, Le plein, plein, soleil plein, plein s'en de vient. choses. Le temps plus Le doux soleil s'en s'en vient. vient, oui, oui, il paraît. Euh, Moi, je me souhaite de belles rencontres, OK. in vivo, hein, c'est-à-dire vraiment rencontrer. Tu parlais tout à l'heure de l'école branchée, de toi, j'espère bien Ben vous oui. croiser en vrai. Euh, je me souhaite de pouvoir découvrir encore plein de belles choses, que ce soit l'endroit, mais que ce soit aussi les gens. Donc des salons, des colloques, des rencontres. Je pense que c'est aussi là que les choses se jouent. Et puis, je me souhaite de pouvoir mener à bien quelques projets actuels. En l'occurrence, genre, je te parlais de repenser la formation un peu sur le modèle des classes inversées. Ouais, On est en ouais. train de travailler. Et puis, en tout cas, moi, ma philosophie, c'est pas que ça soit descendant. Tu vois, que moi, j'arrive en disant, c'est comme ça qu'on va faire. J'ai plutôt envie de le co-construire avec les équipes enseignantes. De dire, OK, il y a des personnes qui sont motivées, on va le faire ensemble. Et c'est en train de germer, donc je me souhaite que ça puisse aboutir parce que je pense que c'est un beau challenge d'accompagnement. Ben écoute, je te le souhaite. J'ai aucun doute avec ta belle posture et ton approche. Là, je suis certain que ça va aller dans ce sens-là. On espère. Merci d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui, mon Merci cher. beaucoup. Bah écoute, merci de l'invitation, hein. C'était un vrai plaisir. Je suis régulièrement tous tes podcasts, donc ouais, c'est une belle fierté d'en faire partie maintenant. Ben, c'est fantastique, vraiment. C'était David Cohen. À tout le monde est un leader. Fabuleux, hein? Wow. Super.